Alors je reçois Fabrice Allégoët d'Osez vos droits. Osez vos droits qui est partenaire du Salon des comités d'entreprise, Salon CE, ici à Lille, et qui a donc un programme de conférences sur les 2 jours. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors on va parler au CSE, là, et ceux qui vont être des CSE incessamment sous peu, puisque 31 décembre 2019, le CE sera mort et le CSE sera le seul survivant de cette réforme des ordonnances Macron. On va commencer par les heures de délégation. Alors, les heures de délégation et le CSE, qu'est-ce qui change? Alors déjà, il change parce qu'il y a une baisse. Entre le CSE et les anciennes institutions, on a confondu les heures de délégation, donc il n'y a plus de cumul. Donc là où le CE avant avait ses propres heures, l'EDP et le CHSCT se distinguaient également, on avait pour le CSE donc la volonté de confondre toutes ces heures. Donc on a une baisse des heures sur l'ensemble des tranches d'effectifs telles qu'on pouvait les avoir avant. Alors, donc, une seule institution avec un nombre d'heures fixe, mutualisation des heures. Alors cette mutualisation, oui, dans le sens où on a pris une règle qui existait déjà sur la DUP, en permettant aux élus de transférer une partie de ces heures de délégation des élus titulaires sur les suppléants. Après, ce n'est pas pour moi une bonne chose, parce que d'abord les titulaires ne prennent pas suffisamment d'heures, et le fait de les transférer, c'est déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Ce qui serait mieux, c'est de pouvoir négocier avec l'employeur un crédit d'heures indépendant pour les suppléants, pour ajouter en fait au temps réel du CSE un peu plus d'heures, pour récupérer aussi les heures perdues. En moyenne, sur des CE de moins de 200 salariés, on perd à peu près 10 à 15 heures sur le volume des heures de délégation, et plus on monte, plus on perd d'heures. Ça peut aller jusqu'à 100 heures de perdu sur des CE de 1000 salariés et plus. Alors, mutualisation, mais annualisation aussi. Alors, oui, alors on permet en fait, on appelle ça l'annualisation parce que c'est un mot raccourci, mais en réalité on permet que chaque mois, une partie des heures non prises, ce qui déjà pour moi est un problème, on n'a pas suffisamment d'heures pour s'en faire l'économie, mais une partie des heures non prises pourrait être transférée au mois suivant, dans la mesure où on ne dépasse pas 1,5 fois le crédit d'heures initial. Donc dans la vraie logique, on ne devrait pas se faire l'économie d'heures, on ne devrait donc pas avoir besoin d'utiliser cet artifice. Et au pire, si on devait l'utiliser, je préfère qu'au lieu de faire de l'économie, on transfère au suppléant. Alors, vous soulignez là le problème de la prise d'heures. Les heures, on doit les prendre. Même si d'un mois sur l'autre, on peut avoir une baisse d'activité et avoir un crédit d'heures sur le mois d'après, mais ça ne doit pas excéder 1 ou 2 mois dans l'année avec un report minime. Il faut prendre ces heures parce que ces heures-là, elles sont nécessaires pour savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Effectivement, alors elles sont nécessaires pour 3 raisons. D'abord, pour se préparer. Les élus ne passent pas suffisamment de temps en préparation des réunions. Ils ne se rencontrent pas en amont, ils ne vont pas à la recherche des informations, ils ne construisent pas leurs réunions, ils ne fixent pas leurs arguments, ils ne déterminent pas leurs objectifs, ils ne listent pas leurs questions et ils ne viennent pas équipés avec des sources juridiques fiables. Ils ne vont pas suffisamment à la rencontre des salariés en amont des réunions. Ils n'y vont pas d'ailleurs davantage en post-réunion pour ne serait-ce parler que des résultats ou des avancées des discussions avec l'employeur. Donc on ne prend pas suffisamment d'heures pour se préparer. On ne prend pas suffisamment d'heures durant l'année pour se former. Les élus se forment très régulièrement sur la partie formation économique, mais ils oublient qu'il peut y avoir un échantillon de formation très utile tout au long de l'année et on pourrait tout à fait utiliser une partie de ces heures de délégation pour se former. Ils ne le font pas. Ils n'utilisent pas leurs heures de délégation pour communiquer. Tout au long de l'année, on a des salariés qui se plaignent un peu de l'invisibilité, de l'inaccessibilité de leurs élus. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne voit pas les élus dans la vraie vie. On ne les côtoie pas suffisamment dans l'entreprise, une permanence CE, une permanence téléphonique, etc. Donc cette prise des heures de délégation est tellement en deçà de ce qu'elle devrait être qu'on finit par avoir des quotas d'heures supérieurs à ce qu'on devrait avoir en résultante. Alors, les arguments qu'on a des élus de CE, quand on discute avec eux, ils disent non mais là il y a des périodes où je ne peux pas les prendre parce qu'il y a du boulot, parce que dans l'équipe c'est quelqu'un qui va faire le travail à ma place. Il faut peut-être rappeler que quand on est élu, il y a une obligation de l'entreprise d'adapter la charge de travail à la mission. 2 jurisprudences, une de 2010 qui rappelle qu'on ne peut pas exiger d'un salarié qui est titulaire d'un mandat les mêmes objectifs de travail qu'un salarié ordinaire occupant le même emploi. Autrement dit, dès lors que l'employeur a connaissance que j'ai un mandat représentatif ou un mandat syndical, il doit adapter ma charge de travail pour que justement elle ne devienne pas cannibale et qu'elle ne m'empêche pas de travailler aussi en tant qu'élu. Deuxièmement, jurisprudence de 2013, on doit aménager les horaires de travail pour qu'elles soient compatibles avec le temps que je passe en délégation, mais également le temps que je passe en réunion qui sont convoquées par l'employeur. On arrive parfois à des inepties où les employeurs convoquent les élus
et en même temps les oblige à être présents sur la poste de travail pour une réunion de service. C'est n'importe quoi. Alors, ils n'osent pas quelquefois demander justement à aménager leur temps de travail. Et ils se retrouvent complètement débordés et ils privilégient le travail, ce qui est tout à fait légitime. Et moi, en 30 ans de métier, je n'ai jamais vu un élu qui m'a dit « on a adapté ma charge de travail à mon mandat ». Je n'en ai jamais vu, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Comment on peut faire pour leur donner des éléments pour aller réclamer leurs droits finalement? Alors, moi je le dis toujours, on ne négocie pas la loi. Donc quand ils me tiennent comme discours leur incapacité, je leur dis que ce n'est pas un problème lié à l'employeur, c'est un problème lié à votre personnalité ou votre compréhension des enjeux. Les élus doivent récupérer de l'autorité. Ils ont perdu le sens de l'autorité. Et en plus, l'autorité juste, il ne s'agit pas d'être dans l'excentricité, il s'agit de dire à l'employeur, je ne vais pas choisir entre mon mandat, mon engagement vis-à-vis des salariés et mon poste de travail qui est un engagement contractuel. Je veux pouvoir conjuguer les deux. Donc là où ça fonctionne, c'est lorsque les élus unanimement et collectivement ne laissent aucun répit à l'employeur quant à l'obligation qu'il a d'adapter leurs conditions de travail et leurs horaires. Et ça fonctionne quand le CE ou le CSE dans le futur exige de l'exemplarité dans l'application des lois. Ça commence par soi-même, l'application des lois. Sinon, on ne peut pas représenter dignement les salariés. Donc ça ne fonctionne pas quand les élus ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand vous avez des élus qui font passer leurs intérêts personnels et leurs ambitions de carrière avant les ambitions collectives qui sont censées aussi représenter, effectivement, il manque d'arguments pour que l'employeur accepte d'aménager leur temps de travail. Alors évidemment, on va mettre de côté la dérive, on va rester dans le cas, j'allais dire dans le cas d'école, de l'élu qui, légitimement, n'est pas à égalité avec son patron. C'est-à-dire que quand il va demander quelque chose à son patron, c'est toujours le patron qui a raison. Et c'est là que, effectivement, il faut leur dire qu'ils ne devraient n'avoir rien à craindre que de réclamer l'application stricte du droit, parce que c'est comme ça qu'on rogne après, que les textes qui suivent l'évolution de la société rognent sur les droits des salariés. Alors, en réalité, un élu seul, c'est souvent un élu vulnérable. Et moi, je représente un cabinet juridique et souvent, je le dis, l'employeur, il est déjà entouré. Il a déjà les outils. Quand il est très autoritaire, l'employeur, c'est parce qu'il a pris toutes les mesures en amont de protection pour savoir si son autoritarisme, parfois, ne friserait pas une action pénale. Bon, donc l'employeur, il prend toutes les mesures, il se ménage des preuves, il se ménage des arguments qui vont faire mouche. Il faut que les élus sachent œuvrer de la même façon. Et les élus qu'on accompagne, quand ils ont le sentiment d'être portés par l'avocat ou par des juristes, ils sont en réunion extrêmement fermes et précis sur leurs demandes. Un élu seul et vulnérable, il est effectivement plus à la merci d'un employeur quand l'employeur sent une vulnérabilité, une frilosité dans les arguments, dans le positionnement, et quand il n'y a pas d'unanimisme au sens de l'équipe du CSE, eh ben on va aussi pointer la vulnérabilité, c'est les indécis, les opposants entre les élus. Donc il faut à la fois avoir une démarche collective, unanime, portée par de vrais arguments, et avoir comme posture de dire à l'employeur, bah, écoutez, nous, on est sûr de ce qu'on dit, on a le droit pour nous, et on a des gens qui nous défendent ou qui nous représentent. Et là, en général, les employeurs, ils font pas long feu. Hein. Alors, pour résumer, j'allais dire que les heures de délégation, il faut les prendre. Tous les outils, vous les avez. Le droit règle les droits et les devoirs. La loi règle les droits et les devoirs de chacune des deux parties. Donc, prendre ces heures de délégation, ce n'est pas un cadeau. C'est une possibilité qui vous est donnée par le droit. N'hésitez pas à les prendre. Et puis, voyez un organisme conseil qui va vous expliquer comment on fait pour respecter la législation et oser vos droits. Et Fabrice Aligoët sont tout à fait compétents pour ça. Merci Fabrice. Merci.